Alors, bienvenue à tout le monde dans ce Midi Interaction. Je m'appelle Anna Ramos, je suis la coordonnatrice principale du Centre de recherche Interaction. Je vais être votre animatrice pour aujourd'hui. Donc, le Midi Interaction d'aujourd'hui, il a comme titre, vous voyez à l'écran, l'intervention de proximité par les pairs en contexte de crise des surdoses. Nous avons nous avons trois personnes qui vont faire la conférence aujourd'hui. C'est Antoine Bertrand Deschaines, qui est doctorant et chargé de cours en travail social à l'Université de Montréal. Marjolaine Michel, père aidante dans l'intervention de proximité à spectre de rue. Et Andréane Parent, professeure agrégée à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Je vais commencer par vous faire une brève présentation du centre et du Midi Interaction. Merci Mona, tu peux arrêter le partage d'écran. Euh, donc, le centre Interaction, il est établi depuis 2001. Il étudie, accompagne la configuration et l'évolution des réseaux de solidarité avec les communautés, le communautaire et le secteur public. On priorise la recherche transformationnelle qui tient compte de la diversité des populations et des milieux de vie et qui a comme objectif de contribuer au développement de pratiques adaptées pour favoriser l'accès à la protection des droits en santé et services sociaux et la pleine participation des premières personnes concernées. Le centre Interaction implique différents partenaires au niveau institutionnel, public, ministériel, municipal, des regroupements provinciaux et des organismes communautaires. On travaille dans une perspective intersectorielle, donc qui touche différents secteurs d'action, comme les services sociaux, la santé mentale, le logement, l'éducation, l'emploi. Dans cette logique, on favorise un lien direct entre la recherche et la pratique terrain, et c'est dans ce sens-là que l'idée de Midi Interaction a été développée. L'objectif est de partager les résultats des projets de recherche avec les partenaires des milieux de pratique pour réfléchir ensemble sur les retombées sur le terrain. Là, je vais vous présenter la biographie des trois personnes qui vont présenter aujourd'hui. Antoine Bertrand Deschaines, je vous ai dit, il est doctorant à l'Université de Montréal. Il travaille depuis plusieurs années au sein de projets de recherche collaboratifs menés avec des organismes communautaires autour de la prévention des surdoses. Ses intérêts et ses implications portent sur la prévention des surdoses d'une perspective globale, en abordant notamment des sujets tels que l'intervention de proximité ou encore l'expérience des deuils. Son projet de thèse s'articule plus particulièrement autour des dynamiques de reconnaissance à l'œuvre dans le travail des pairs ou des personnes ayant un savoir expérientiel lié à l'utilisation des SPA. Donc, est-ce que tu peux me rappeler qu'est-ce que ça veut dire SPA, Antoine? Certainement, désolé, des substances psychoactives. Oui, dans le cadre de la réduction des méfaits ainsi que sur leur contribution singulière à la prévention des surdoses dans une optique de changement social. Au-delà de ses implications en recherche, Antoine est mobilisé depuis plusieurs années au sein d'organisations œuvrant dans le domaine de la réduction des méfaits et participe à d'autres projets et événements poursuivant des missions de justice sociale. Aussi, je vous présente Marjolaine Michel, qui est père aidante dans l'intervention de proximité à spectre de rue depuis plus de 5 ans. Son approche s'ancre dans la justice sociale, l'équité des chances et la reconnaissance du savoir issu de l'expérience comme moteur de changement. Elle a pris part à plusieurs démarches de recherche participative et de co-construction de savoir, dont la fiche scientifique Un espace sécuritaire au cœur d'un événement en pensée systémique. Aussi, la formation profane 3.0, le projet Regard sur l'intervention par les pairs durant la crise des surdoses avec Antoine, justement, et Andréane Parent.
En 2025, elle a également présenté au colloque SCMR du Conseil de l'Europe à Strasbourg deux communications portant sur la place de la péridance dans la réduction des risques et sur les nouveaux usages des drogues et leurs enjeux pour les pratiques professionnelles. Enfin, Andréane Parent, qui est chercheuse membre au Centre Interaction. Elle est professeure agrégée à l'École de travail social à l'Université de Montréal. Ses travaux portent sur les pratiques d'intervention collective et de proximité. Ses plus récents projets traitent de la transition socio-écologique et de la prévention des surdoses liées à la consommation de substances psychoactives. Plus largement, elle s'intéresse aux inégalités sociales et à la lutte à la pauvreté, au développement des communautés, à l'action collective, aux pratiques professionnelles et organisationnelles qui visent l'équité, notamment en santé, à la santé urbaine et rurale et à la justice environnementale et climatique. Sur ce, je vais passer la parole à Andréane qui va nous faire une courte introduction. Merci beaucoup, Anna. En fait, la présentation qu'on fait aujourd'hui, elle s'inscrit directement en ligne avec le colloque qui a eu lieu, le mini-colloque Regard, où on a abordé la notion d'intervention de proximité en mars 2023, où on se questionnait, est-ce que c'est juste un mode de parler de proximité ou ça suppose vraiment des réels changements de pratique? Depuis ce temps, la programmation d'interaction a été peaufinée et je dirais qu'aujourd'hui, la notion de proximité, elle est vraiment intégrée à l'ensemble de la programmation, puis elle est au cœur aussi de plusieurs programmations de recherche des chercheurs qui sont membres d'interaction. Donc, je suis très contente de participer avec Antoine et Marjolaine à cette présentation. Merci. Merci, Andréane. Merci, Anna, pour cette belle introduction aussi. Donc, comme tu l'as si bien dit, notre présentation s'appelle l'intervention de proximité par les pairs, réduction des méfaits durant la crise de surdose. Pour vous mettre un peu en parfum de qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui, on est quand même limité dans le temps, donc on a centré notre objectif autour de quelques dimensions particulières. Premièrement, de dégager ce qui différencie et rend unique l'approche par les pairs dans l'écosystème de l'intervention de proximité en réduction des méfaits. Pour y arriver, on vous propose en fait de dégager quelques dimensions, nuances et complexités qui caractérisent singulièrement leurs interventions. Et aussi de vous démontrer comment leurs interventions, en fait, déploient des logiques de reconnaissance dans le lien d'intervention des personnes auprès desquelles les pairs interviennent. Et on a quand même un bon segment aussi qui est prévu d'échange avec le groupe à la suite de la présentation. Donc, on a bien hâte, en fait, d'échanger avec vous. Donc, juste un petit mot, en fait, vu que la recherche là, qui est associée à ça, c'est ma thèse de doctorat, mais c'est une démarche qui est toujours en cours. Donc, pour respecter le processus qui est toujours en cours, notamment auprès des différents participants de différents organismes, Marjolaine et moi, on a décidé d'approfondir librement certaines thématiques. Alors, le contenu, c'est vraiment un dialogue là, entre les expériences et savoirs de Marjolaine et certains résultats de la recherche, mais traités plus de manière générale. Donc, pour commencer, juste pour bien situer la question, on va commencer avec quelques définitions pour se situer. Notamment, je laisserai la parole à Andréane qui va nous parler de l'intervention de proximité. Oui, merci Antoine. En fait, je vous propose de prendre un peu en arrière pour voir dans quel contexte la notion de proximité se situe. Hein. On en parle beaucoup depuis quelques années. Je disais tantôt, on se demandait est-ce que c'est un effet de mode. On utilise la proximité pour parler de différents services, de différentes formes d'intervention. On parle même de guichet de proximité. Donc, ça peut s'appliquer à différentes notions. Et ce qu'on voit, c'est que la proximité, elle peut être conçue de deux façons. En fait, c'est ce que la littérature apporte. Elle peut se situer au cœur même de la création des liens sociaux et du vivre ensemble. Donc, dans ce cas-là, elle est motivée par des visées de reconnaissance identitaire, d'intégration sociale, d'adaptation ou de participation. La deuxième conception, elle n'exclut pas la précédente, mais on voit plutôt la proximité comme nécessaire pour répondre à des impératifs d'un monde en mutation, d'un monde où ce que
les liens sociaux sont souvent rompus. Donc, la proximité face à ça, elle est vue un peu comme une valeur refuge, hein. Ça devient un peu une rhétorique sur laquelle on s'appuie et elle est largement valorisée et elle va venir influencer une panoplie de soins et de services. Après, on pourra se questionner, ça pourra faire partie des discussions à la fin. Est-ce que vraiment tout ce qu'on déploie en intervention de proximité s'inscrit dans cette valeur refuge ou est-ce que, bon, on n'étire pas un peu la sauce, si je peux le dire comme ça? Ce qu'on réalise, c'est que l'intervention de proximité, en fait, pour être qualifiée de proximité, c'est qu'elle se réalise à l'extérieur des murs des institutions, que ce soit des institutions publiques ou des organismes communautaires, pour aller vraiment à la rencontre des personnes et on va euh, focusser ou travailler de plus près avec des personnes qui sont dans des situations de rupture sociale qu'on va considérer comme étant désaffiliées ou marginalisées. Donc, la logique de proximité, elle se fonde vraiment sur une conception d'aller vers les personnes. Donc, un déplacement géographique qui suppose une démarche de rapprochement, mais aussi de rapprochement en termes de reconnaissance existentielle des personnes qui sont visées. Donc, ça devient vraiment important en intervention de proximité de comprendre les dimensions culturelles puis les dynamiques subjectives qui sont à l'œuvre parce que l'intervention de proximité est un peu perçue comme un chaînon manquant entre les structures sociales plus officielles et les personnes qui sont dans des situations de grande vulnérabilité ou en rupture sociale. Donc, l'intervention ou l'intervenant devient un peu un créateur de liens sociaux. Donc, ça suppose d'être évidemment dans une attitude de non-jugement, devient une condition là, essentielle de l'acceptation à la fois des intervenants dans les milieux et une condition aussi pour créer ce lien-là. Je terminerai sur ce sujet en disant que l'intervention de proximité, elle est largement influencée par un certain nombre d'étapes où on pense à l'exploration d'un milieu pour aller à la rencontre des personnes, mais elle se passe aussi dans l'observation. Donc, cette capacité de bien comprendre, de bien saisir toutes les dynamiques. Je parlais tantôt de culture, mais de vraiment bien saisir les dynamiques à l'œuvre pour intégrer le milieu bien avant d'intervenir. Donc, la notion d'intervention par les pairs, je pense qu'elle devient vraiment essentielle dans ce contexte-là où elle devient particulièrement importante. Et je vous laisse poursuivre, Antoine et Marcellin. Merci, Andréane. Par ailleurs, nous allons, après avoir bien mis la table, Marjolaine va nous présenter plus la réduction des méfaits, son approche, en fait, dans laquelle, justement, elle déploie son rôle. Allô. Dans le fond, ben, la réduction des méfaits at large, euh, c'est de donner le droit aux personnes, le droit à la vie, à la sécurité, à la dignité surtout. Mais aussi, ça a une fonction dans la baisse des coûts, autant au niveau du système médical, autant auprès du système pénal aussi. Si on regarde au niveau médical, je veux dire une surdose dans un hôpital versus une surdose dans nos sites de consommation supervisée. Le coût associé à ça est beaucoup moindre quand c'est le communautaire qui prend en charge une surdose, mais aussi dans la réduction des TSS, notamment par la distribution du matériel stérile, par exemple, où ben, on va faire aussi la promotion du non-partage de matériel euh, de consommation des drogues. Fait à partir de là, la réduction des méfaits, mais aussi la réduction des méfaits, c'est une notion qui fait partie de la vie de tous les jours, là. C'est pas juste associé aux personnes qui sont consommatrices, c'est aussi, par exemple, je sais pas, une ceinture de sécurité dans une voiture. On va jamais dire aux gens de pas conduire parce que c'est dangereux de pogner un accident mortel. On le sait que c'est possible, mais on a mis en place des outils pour qu'on peut comme réduire en fait les dommages causés par un accident de la route. Ou Nez Rouge, c'est un autre exemple aussi de réduction des méfaits chaque année. On peut comme faire notre party de Noël, se saouler, puis on va avoir des gens qui vont venir nous chercher pour nous raccompagner à la maison. Les bars aussi, c'est de la réduction des méfaits, c'est un site de consommation supervisée. Donc c'est un peu ça, la réduction des méfaits, c'est de réduire les coûts, mais de redonner une dignité, puis le droit à la vie et à la sécurité de chacun. Voilà. Parfait. Mais merci. Merci beaucoup, Marjo.
C'est vrai, j'ai même pas regardé PowerPoint, mais oui, avec une approche pragmatique et humaniste qui est très importante. Pragmatique dans le sens où ce que les gens ils ont toujours consommé, les gens vont toujours consommer. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ben on met en place tout le précédent que je viens de vous dire. Puis humaniste, ben ça c'est vraiment juste notre approche de prendre l'individu où ce qu'il est au moment qu'il vient nous voir puis où il veut aller avec nos services. Mais c'est ça, exact. Tu sais, je pense que dans l'approche, dans les formats de la réduction des méfaits, il y a aussi la notion de comme, quelles sont les causes des méfaits. Donc, dans une approche vraiment de justice sociale, on va aller chercher à combattre les pratiques et politiques qui maximisent les effets. On peut parler de la criminalisation, que c'est très documenté aussi, qui criminalise les personnes qui utilisent des substances, certaines personnes plus que d'autres, les pratiques discriminatoires, les pratiques policières abusives, les lois, politiques restrictives, punitives, le refus de soins médicaux, notamment à raison d'utilisation de substances et des services de réduction des méfaits, mais aussi les inégalités sociales qui sont derrière aussi les méfaits. Donc, ben, Marjo, je ne sais pas si tu voulais continuer là-dessus, mais tu sais, je pense que le rôle des organisations en réduction des méfaits, Ouais, ben c'est ça. C'est un peu comme que je venais de vous expliquer là, par rapport à l'investissement de la réduction des méfaits. Donc, ça vient vraiment comme réduire les coûts en santé publique, justice pénale, le droit à la vie, à la sécurité, exactement comme je venais de vous dire. Par rapport à la justice pénale, ben, on sait que c'est encore quelque chose d'illégal. Les gens qui consomment dans la rue, même si on entend dans les médias qu'ils sont plus judiciarisés, c'est absolument faux. Ils seront toujours judiciarisés, tout dépendant du bon jugement des policiers, en fait. Une possession simple peut clairement encore mené à des arrestations. Puis on y pense pas là, parce qu'on voit pas les montants qui est alloués à ces arrestations-là, mais ça nous coûte extrêmement cher en tant que société pour souvent des causes je trouve que c'est de l'argent un peu inutilement jeté par les fenêtres. Là. C'est quand on pense à la possession simple, je veux dire, peu de gens ne consomment pas dans la vie. Donc, ouais, voilà. Mais il y en a qui, en fait, qui en subissent plus les dommages que d'autres, dont ceux qui habitent la rue. Donc, nous, c'est un peu ça qu'on vient un peu pallier là, avec nos services en réduction des méfaits, ben, c'est d'accompagner les gens, mais ou qui peuvent venir aussi consommer à l'intérieur en toute sécurité. Puis on sait que les gens qui utilisent nos services, ben, c'est des gens qui veulent vivre, qui s'attendent à ce que s'ils font une surdose, ben, on va intervenir auprès d'eux, sinon ils n'utiliseraient pas nos services. Donc, d'où l'importance aussi qu'on existe. Sinon, les gens ils l'utiliseraient pas. Puis on le voit là, c'est très populaire quand même, nos services, on manque de place. Donc, voilà. oui, en effet. Puis, donc, si on essaie de conjuguer les deux, l'intervention de proximité en réduction des méfaits, rapidement, c'est juste pour que vous savez, il y a différents rôles là, qui pratiquent la réduction des méfaits en réduction en intervention de proximité, notamment un très connu, je pense qu'on pourrait parler des travailleurs de rue. C'est un rôle très connu. Donc, aujourd'hui, on va se diriger vraiment, vraiment, vraiment plus, en fait, sur la parrainage en proximité avec l'approche de réduction des méfaits. La parrainage, rapidement, hein, les fondements, c'est quoi la dynamique de la parrainage? On est tous les pairs de quelqu'un, hein. Ça peut être, par exemple, quand on est étudiant, ben, les personnes avec qui on partage notre classe, on est aussi des pairs étudiants. Donc, l'approche par les pairs va vraiment venir s'appuyer sur cette dynamique-là de pair à pair dans le cadre d'une intervention. Et le foisonnement à travers différents programmes d'intervention, programmes sociaux de l'approche par les pairs s'explique en partie par les difficultés rencontrées dans les relations d'intervention où ce que le rapport est hiérarchisé hein, entre aidant, aidé, savoir professionnel, savoir profane, etc., etc. Donc, dans l'approche par les pairs, on va vraiment s'appuyer en premier lieu sur des affinités identitaires communes avant que l'intervention renvoie à des logiques d'aide et d'intervention. Ce qui va venir varier vraiment, ce sont les approches hein, des différents contextes dans lesquels cette pratique-là va se déployer. Ici, on parle vraiment de la réduction des méfaits avec ses fondements de justice sociale, donc c'est sûr que ça va influencer la pratique. Mais la parrainage dans le champ des dépendances existe, a tout le temps existé et continue d'exister. Par exemple, dans les groupes de AA, dans les groupes de NA, c'est la même dynamique aussi qui va chercher à créer du lien social entre pairs. C'est vraiment qu'ici, on vous parle d'une approche déployée dans la réduction des méfaits, que ses valeurs, ses fondements qui lui sont propres. Ça, c'était moi ou toi?
Ah, c'était moi. Euh, ouais, ben c'est ça. Dans la dimension du savoir expérientiel, on va voir des pairs, on en voit de plus en plus là, dans les hôpitaux en santé mentale, euh, dans la réduction des méfaits pour les consommateurs, dans le réseau de la santé de plus en plus aussi, la criminalisation, marginalisation, itinérance. Donc, c'est tous des domaines où ce qu'on peut voir ça, mais aussi, je pense que qu'est-ce qui nous différencie, mettons, des travailleurs de rue, par exemple, ça va être vraiment l'horizontalité qu'on a avec les gens. Tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin d'aller voir une personne puis lui dire, hey, moi aussi je consomme, moi aussi je connais ce que, tu sais, je comprends ce que tu vis parce que je l'ai vécu. Tu sais, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui se sent, euh, notamment parce qu'on n'a pas de protocole d'intervention nécessairement. On n'a pas été, moi j'ai pas de cours universitaire ou cégep sur l'intervention, mais dans ma manière d'interagir, les autres ils savent. Tu sais, je me l'ai souvent fait dire là aussi. Ah toi tu fais partie des nôtres, tu sais. Fait que ben oui c'est ma communauté. Fait que je pense que puis il y a eu le pont aussi. Tu sais, au départ quand on a été professionnalisé, c'était vraiment pour aller chercher les gens qui étaient plus des affiliés qui venaient pas dans nos services, qui ont vraiment une rupture avec voyons, euh, le, en tout cas du système. Là. Ce sont des affiliés totalement du système, donc puis ils venaient pas non plus dans le communautaire, donc on a servi de pont pour aller chercher ces gens-là, pour les ramener un peu plus, pour les raffilier un peu plus aussi au système. Et notamment nous, pour leur apporter nos services pour réduire les risques, parce que moins que tu es affilié, moins que tu as de chances d'avoir accès à des soins, d'avoir accès à des services de base, là, tout simplement. Euh, donc, je pense que ça va vraiment c'est ça, notre approche horizontale euh, par le savoir expérientiel qui est pas protocolaire du tout, du tout, du tout, là. Exact, Marjo, c'est très bien dit. Puis, tu sais, ici, c'est des travaux de Profane, notamment avec Timon. Timon, vous verrez la référence, qui a travaillé sur les dimensions du savoir expérientiel, parce que c'est bien beau de dire pair à pair, mais aussi le savoir expérientiel et l'utilisation de substances peut référer, à, comme Marjolaine disait, à ces différentes dimensions-là aussi du vécu. Euh, donc, vraiment, dernièrement, au cours des dernières années, les milieux de pratique, les milieux politiques et cliniques ont démontré un intérêt accru en lien avec la question de la valorisation et l'inclusion des personnes avec savoir expérientiel dans les divers contextes de pratique en dépendance, notamment dans le contexte de différents phénomènes comme la crise des surdoses. Cet intérêt accru-là, comment ça se manifeste concrètement? C'est par l'apparition de rôles de plus en plus variés et formalisés qui sont destinés à être occupés par des personnes avec savoir expérientiel, notamment en réduction des méfaits. Il y a une diversité de rôles, hein? Marjolaine, je ne sais pas si tu veux nous en parler, qui sont occupés en réduction des méfaits. Aujourd'hui, on vous parle à proximité, mais il y en a aussi dans les sites de consommation supervisée. Oui, ben on en voit vraiment de plus en plus partout, là. Je veux dire, au CHUM, il y en a maintenant, même au pavillon des toxicomanies. La c'est vraiment de plus en plus. On en voit aussi euh, encore dans le système de santé, mais pour les personnes avec des troubles de santé mentale, schizophrénie, etc., etc. Donc, c'est vraiment comme quelque chose qui est de plus en plus normalisé d'avoir des pères aidants dans le système public. Mais aussi, tu sais, je pense que qu'est-ce qui est bien dans les nuances de la père aidant, c'est vraiment comme la singularité, la zone grise qu'on peut utiliser, que les intervenants, eux, ils peuvent un peu moins y aller y jouer, en fait. Euh, Par exemple, je veux dire, tu sais, oui, on a un code d'éthique, mais mettons, qu'est-ce que je peux dire pour la zone grise? Mais comme, tu sais, des fois, il va y avoir des petits bris, mettons, de confidentialité, mais qui servent vraiment à aider la personne, puis c'est pas quelque chose qui est majeur, mais je veux dire, le fait d'avoir une connaissance avec le milieu de la personne, même souvent, tu sais, je veux dire, moi, j'ai intervenu là, avec du monde que je connaissais tu sais, de ma vie personnelle. Fait que ça donne quand même un accès autre que l'intervenant, des fois, ne peut pas avoir accès. Puis de jouer dans cette petite zone grise-là, ça peut vraiment créer ça peut, en tout cas, ça atteint des objectifs que je dirais très positifs, sous plusieurs cas. Sinon, attends, je sais. Ah oui, puis Ben, il y a aussi. Vas-y, vas-y, vas-y. ben, je pense qu'on est en avance un peu, mais c'est correct, on va y revenir, mais on va juste peut-être, Marjo, si tu veux, présenter la démarche de recherche avant de présenter les résultats. On va pouvoir reprendre ça en cours de route, mais la, la,
la démarche, parce que la discussion qu'on peut avoir, Marjolaine et moi avec vous, c'est vraiment au niveau de certains résultats de la recherche, puis justement avec le point de vue de Marjolaine, très intéressant. Fait que tout ce qu'on vous parle aujourd'hui, ça s'inscrit dans le cadre de la recherche doctorale là, qui visait à approfondir les connaissances sur l'intervention par les personnes qui sont expérientielles ou par aidantes sur leur pratique en réduction des méfaits, notamment en crise de surdose. Et je vous épargne les détails méthodologiques, mais puis le cadre qu'on avait utilisé vraiment pour cette recherche-là, puis que Marjo t'a vu plusieurs fois, que tu connais très bien aussi, la reconnaissance, euh, ça va vous aider un peu, juste vous le présenter rapidement, ça va vous aider à comprendre un peu de qu'est-ce qu'on parle aussi en termes de résultats. Euh, ben, la reconnaissance, en fait, est vraiment, c'est le cadre théorique de la recherche, mais c'est juste de se dire qu'on se construit tout au long de notre vie à travers des relations de reconnaissance. Donc, la reconnaissance des autres est essentielle pour se construire. Et par des relations de reconnaissance avec les autres, on va venir vraiment développer un rapport positif à nous-mêmes, hein. Donc, tout au long de notre vie, on reste dépendant des relations sociales et inversement, les manques de reconnaissance aussi, ça va nous affecter dans notre construction identitaire. Donc, on utilise la théorie d'Axelonet qui a vraiment développé 3 sphères de la reconnaissance et où ce qu'on va observer que chaque expérience de mépris en lien avec ces sphères-là peut aussi mener à des luttes pour la reconnaissance. La première sphère, c'est la reconnaissance affective, c'est vraiment dans les liens primaires, en fait. Hein, c'est là qu'on va voir la valeur de l'autre, l'existence de l'autre, de ses émotions, on va reconnaître ça et les besoins qui lui sont propres. Dans ce rapport-là, on va vraiment chercher un équilibre entre dépendance à l'autre et autonomie. Et par cette forme de confiance-là, de reconnaissance-là dans les relations primaires avec nos amis, avec notre famille, on va vraiment acquérir la confiance en soi, hein, une liberté intérieure de manifester, d'identifier nos besoins. Mais il y a aussi des formes de mépris qui sont associées à cette forme de reconnaissance-là, notamment la question de l'atteinte à l'intégrité physique, mais aussi la question des besoins de base, émotifs, physiques qui ne sont pas comblés, mais aussi des formes de rejet et d'abandon, et à un niveau plus social aussi d'abandon structurel de plusieurs populations dans leurs besoins de base, par exemple. Pour le cadre de cette présentation-là, on voulait quand même proposer d'élargir un peu cette sphère-là pour comprendre qu'en intervention aussi, ce qu'on va appeler un lien de confiance, ben, il va quand même avoir des dimensions affectives, hein, parce que dans la relation d'intervention, on va chercher à ce que l'autre personne se voit, l'autre personne se comprenne, donc qu'elle puisse parler, qu'on puisse la valider dans ses désirs, ses émotions, ses besoins. Donc, même si on n'est pas dans une relation primaire, quand on parle de développer le lien de confiance, c'est quand même de cette nature-là. Mais aussi, c'est plus en lien avec notre présentation, la question des liens primaires, je pense qu'il faut la dénormativiser dans le sens qu'il y a certaines normes, comme la famille nucléaire, par exemple, qui vont empêcher de reconnaître la puissance de certains liens, notamment les liens dans la rue, chez les personnes de la rue, entre famille choisie versus famille nucléaire, par exemple. Toutes les formes de solidarité aussi qui peuvent se développer à travers ça. Le deuxième niveau, c'est la reconnaissance juridique. Le principal vecteur est le droit. C'est vraiment là, on va pas chercher les qualités singulières, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une reconnaissance universelle de tout le monde, peu importe qui on est, au-delà de nos qualités personnelles, de nos besoins, de ce qu'on fait, comme dans la société, etc. Et ça permet d'acquérir le respect de soi, de se percevoir comme quelqu'un qui a une autonomie morale, en fait, décisionnelle aussi, dans la société, de décider pour elle-même et de pouvoir participer à la vie publique et à la définition de la vie publique. Un déni de reconnaissance à ce niveau-là s'illustre notamment par la privation de droits, l'exclusion sociale, ne pas être reconnu à part entière dans la relation, ou être capable de formuler un jugement moral pour soi-même aussi. Souvent, on pense que cette notion-là de pouvoir participer de manière égale renvoie juste à la question des droits, mais c'est aussi à la condition nécessaire pour pouvoir faire valoir nos droits et participer. Donc, ça renvoie vraiment à la question des inégalités, des discriminations et des oppressions plus larges, et donc à la question des privilèges légaux, politiques, culturels et matériels. Euh, toutes les, toutes les dimensions, hein, la dimension culturelle, matérielle, légale, qui vont faire que ça va venir nous affecter en fonction, ça va venir nous affecter dans notre autonomie parce que ça peut venir contraindre notre capacité de décider pour nous-mêmes, en fait. La dernière forme de reconnaissance, c'est la reconnaissance sociale, communautaire. Vraiment, le vecteur, c'est la solidarité.
Là, ce n'est pas les qualités universelles d'être de droit qui sont considérées, mais plutôt les qualités singulières. Donc, c'est vraiment la reconnaissance de la valeur et des compétences spécifiques des personnes en fonction de leur contribution au développement des sociétés. Ça crée le rapport à soi, l'estime de soi. Là, les formes de mépris associées à ça, c'est vraiment la dépréciation, la stigmatisation, juger négativement, d'évaluer l'apport social d'autrui sont des formes de mépris associées à cette sphère de la reconnaissance. Rapidement, avant de rentrer dans les résultats, juste au niveau du contexte un peu de la crise des surdoses, on se rend compte qu'il y a plusieurs enjeux de reconnaissance, déni de reconnaissance qui sont présents. Notamment, puis Marjolaine va nous en parler plus amplement, et la transformation du champ de l'intervention en réduction des méfaits a vraiment connu un déplacement. On n'est plus historiquement avec la crise de surdose, des enjeux de vie puis de mort, d'urgence imminente, notamment avec la consommation aussi, la circulation des substances super toxiques et notamment l'institutionnalisation des pratiques. Hein. Donc, les pratiques qui sont à la base déployées dans les communautés sont souvent repris, institutionnalisées, mais c'est un mot perpétuel, mouvement imparfait. Il y a aussi un chevauchement des crises en ce moment, crise du logement, crise des surdoses, crise migratoire, puis toutes de nouvelles réalités aussi rencontrées en intervention de proximité, notamment en lien avec la toxicité des substances. On parle beaucoup d'enjeux de santé mentale. On parle énormément aussi, par exemple, de plus en plus de personnes dans des statuts migratoires complexes, mais aussi des personnes avec des déficiences intellectuelles. Donc, les intervenants dans leur intervention de proximité sont vraiment confrontés à des problématiques qui évoluent constamment. Il y a aussi un effritement du filet social et communautaire. Communautaire, là, dans le sens que les organismes sont en lutte aussi pour la reconnaissance sociale de leur rapport aussi à la société pour le bien-être des populations qu'ils desservent. Hein, le deuxième palier, là, des conditions nécessaires aux personnes dans la société pour participer. Ben, tu sais, à la base des organismes communautaires, normalement, ça semble dans les communautés, donc ça part de besoins de communauté. Mais avec les financements, plein de contextes, ça devient difficile vraiment d'empowerer les communautés. Et un deuxième phénomène, les réponses sociétales et politiques à ça, à tout ça, ben, c'est sûr que dans certains contextes, on va parler beaucoup de l'apparition de multiples équipes dans l'espace public, notamment avec certains effets controversés de répression, etc. Et puis, énormément de stigmatisation sociale aussi. De stigmatisation sociale. Je sais pas, Marjolaine, quand tu l'observes justement tu sais, dans ta pratique, l'effet au niveau structurel de la stigmatisation sociale. Comment que je le perçois, l'impact de la stigmatisation? Ben, tu vois dans ton contexte, tu vois l'impact de la stigmatisation en ce moment, tu sais, la réponse sociale aux personnes dans le besoin, aux personnes en situation d'itinérance, face aux surdoses, les deuils aussi. Ben oui, ben, en tout cas, moi, comment je le vis personnellement, mettons, si on parle de questions de deuil, ben, tu sais, moi, j'ai l'impression, même si je connais pas nécessairement la personne, moi, c'est comme si je perds quelqu'un de ma communauté, c'est mon monde que je perds, c'est mon bro, tu sais. Fait que c'est comme si on est continuellement en deuil, mais sans jamais en avoir fait un. Fait que c'est comme un... Puis, en fait, pour moi, je veux toujours le dire, là, la stigmatisation, c'est ça qui tue. C'est pas... la surdose en soi, je veux dire, si elle est prise en charge à temps, euh, c'est très rare qu'on va perdre une personne d'une surdose quand il y a quelqu'un qui intervient auprès de la surdose. Mais c'est là que le stigma, tu sais, de plus en plus, on voit, surtout comme dans le quartier où je travaille, c'est les gens, ils voient des gens qui ont l'air inconscients, ils vont même pas vérifier, ils vont passer par-dessus puis continuer leur route, tu sais. En fait, en ce moment, le contexte actuel de stigmatisation est à un niveau que moi, j'ai jamais connu. C'est un niveau qui témoigne, en fait, de, de toutes les lacunes de notre société, en fait, on accuse les mauvaises personnes. Tu sais, les personnes qu'on voit sont le résultat d'une société déshumanisante qui ont créé aussi toutes ces personnes-là qui sont devenues à ce point comme des affiliés, mais à ce point dans une rupture sociale aussi. Tu sais, je veux dire, il y a rien, en tout cas moi, pour moi, il y a rien de plus déshumanisant que de passer à côté d'une personne qui quête sans y dire bonjour, sans y faire un sourire, à force d'être ignorée, à force d'être soit, tu sais, c'est toujours nos personnes, en fait, c'est que depuis des années, comment dire, on les a comme modelés au fait qu'ils soient soit de trop parce qu'ils font trop de bruit, ou soit
pas assez, ben pas assez, mais juste inexistants parce qu'ils font pas de bruit, mettons, on va les ignorer ou qu'on va les trouver de trop. Fait qu'à un moment donné, on peut comprendre aussi que ces gens-là, ben, ils finissent par avoir aussi des attitudes ou ce qui s'en crisse de cette société-là. Pourquoi vouloir faire des efforts quand que de toute façon, une société veut pas de toi? Tu sais, pourquoi essayer de juste te cacher. Tu sais, maintenant, on en voit de plus en plus, là, la consommation dans les espaces publics. Les gens, ils se cachent juste plus. Mais pourquoi qu'ils feraient l'effort de se cacher? Pourquoi qu'ils feraient toujours l'effort d'être gentils envers la société alors que eux autres sont rejetés depuis toujours, tu sais. On fait rien pour les aider, puis même qu'on les rend responsables de leur sort, alors qu'on sait que c'est en réalité, il n'y a pas jamais personne qui va se lever un matin en disant hey, moi, dans la vie, là, ce que je veux, c'est être toxicomane puis habiter la rue. Tu sais, je veux dire, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est dit ça. C'est pas un objectif de vie, là. Fait que c'est une construction sociale. Exact, c'est très bien dit. Puis là, on a mis la table un peu ensemble là, tu sais, sur le contexte, puis on voulait vous parler un peu plus, justement, rentrer vraiment dans le creux de la chose, des interventions de proximité par les pairs en réduction des méfaits et la dynamique particulière de reconnaissance des personnes initiatrices qui sont à l'œuvre tu sais, dans le travail. Fait que, tu sais, on en avait parlé, mais un jour, si on prend la première sphère de reconnaissance, là, celle affective, euh, je te laisse y aller parce que tu sais, je pense que c'est intéressant tout ce que tu peux nous dire en lien à ça. Oui, ben, c'est ça, comme dans le fond, dans l'entrée c'est l'entrée en lien, comme je disais un peu tantôt, là, l'aspect de faire le pont avec nos services, dans le fond, c'est qu'on est allé chercher les gens très désaffiliés. Mais je pense que c'est ça, on a quand même notre façon d'intervenir quand on est par aidant, euh, je pense que nous, le réflexe du sauveur, on l'a pas, tu sais, ça fait longtemps qu'on a acquis ce savoir-là de jamais vouloir plus que les autres. Je pense que quelqu'un qui va sortir de l'école a pas cette expérience-là, puis il vient avec toute sa bienveillance puis sa volonté de vouloir aider les autres, mais je pense que les parents aidants viennent pas avec l'optique de aider l'autre. C'est pas tant ça notre objectif, c'est vraiment de faire un lien, d'avoir cette horizontalité-là, cette conversation-là. C'est de pas juste se parler des bobos non plus, de pas toujours être en démarche nécessairement, mais juste avoir une discussion le fun, juste avoir comme, juste être un point d'ancrage en fait, juste avoir comme quelqu'un à qui tu peux aussi ventiler, puis que la personne ne va pas non plus te voir comme un danger parce que tu cries après. Tu sais, je veux dire, je sais très bien que, tu sais, je sais qu'à l'école, ils vont le dire, là, ça, de jamais prendre personnel quelqu'un qui va te crier dessus ou dans l'intervention, mais je pense que la notion de danger, elle s'apprend avec le temps, que c'est pas tant du danger réel, mais du danger ressenti. Tandis que moi, le danger ressenti, je le sais qu'il est pas tant objectif. C'est vraiment comme, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui, c'est ça, c'est une horizontalité. On n'est pas juste dans le démarche, on est là pour comme, je veux juste créer un lien, moi, avec la personne, puis je m'intéresse vraiment à ce qu'elle a vécu ou comment que ça s'est passé sa journée hier. C'est ce qu'il y a eu de beau aussi dans sa journée. Tu sais, c'est quoi qu'il y a de fun? Fait, juste d'arrêter d'être tout le temps dans l'intervenant, l'intervenu, puis de sortir un peu de cette zone-là. Je pense que ça, c'est qu'est-ce qui nous diffère beaucoup des autres. Tu sais, on n'est pas tout le temps c'est ça, dans ce contexte-là où on doit absolument faire de l'intervention, mais plus une discussion, je pense. Moi, j'aime bien voir ça de même. Mais oui, c'est super intéressant, tu sais, puis on voulait quand même apporter le point, je pense on a vu tantôt les différentes dimensions de travail expérientiel que les gens peuvent avoir, puis c'est sûr qu'on n'a pas tout le temps la même résonance parce qu'on n'a pas tout le temps le même savoir expérientiel, mais il y avait quand même des points de connexion où ce que les gens peuvent connecter quand même sur la base de leur savoir expérientiel. Puis on a marqué au-delà du dévoilement de soi, en fait, parce que on s'est rendu compte que l'attente, en fait, du dévoilement envers les personnes par aidantes venait surtout des milieux, des organisations et de leur équipe de travail. Mais les pairs eux-mêmes ou les personnes avec savoir expérientiel, au-delà du dévoilement, il y a plein de manières aussi et de nuances que le savoir expérientiel va être mobilisé pour déployer une intervention haute. Donc, c'est pas juste une question de dévoilement, aussi de savoir expérientiel, la paraidance. Non, c'est ça, comme tu dis, tu sais, c'est vraiment plus, c'est plus les gens, en fait, du milieu qui vont nous demander des informations sur notre savoir expérientiel. C'est eux que ça intéresse. Mais les personnes utilisatrices des services,
sincèrement, ça les intéresse pas de savoir c'est quand mon dernier party, puis si j'ai déjà consommé ou c'est pas, ça se sent, je pense c'est juste un feeling. On le sait qu'on fait, tu sais, ils savent que je fais partie du milieu, je sais qu'ils savent, puis c'est correct de même, puis c'est pas quelque chose qu'on met l'emphase sur. Mais les gens du milieu qui travaillent, eux, par exemple, ça les intéresse beaucoup plus. Tu sais, genre, aujourd'hui, c'en est un peu un exemple, sans vouloir dire que c'est mal, tu sais, c'est ni mal ni bien, mais tu sais, c'est un peu, le dévoilement, c'est un peu ça, tu sais, on doit vraiment comme se dévoiler pour avoir cette crédibilité-là, puis, tu sais, de faire valoir notre savoir expérientiel qui vaut vraiment la peine d'être connu, tu sais. Au niveau de la reconnaissance juridique quand des personnes qui utilisent des substances dans l'espace public et du travail de proximité par les pairs, on a juste choisi quelques dimensions à approfondir avec vous, mais notamment, tu sais, au sein de l'espace public, c'est sûr que les personnes qui occupent l'espace public, il y a une diversité d'équipes d'intervention qui interviennent auprès d'eux. Fait que, tu sais, on a parlé ensemble, moi et Marjorie, qu'est-ce qui est la spécificité, tu sais, de l'approche par les pairs dans ce contexte-là d'intervention, de comment on fait pour défendre les droits, notamment, tu sais, des personnes face aux équipes, faire valoir leurs droits. Euh, Ben, en fait, moi, je pense que c'est même c'est ça qui vient le plus me chercher, la reconnaissance juridico-politique, dans le sens où, ce que, tu sais, moi, de voir quand on interpelle nos usagers, que ce soit par rapport à, je sais pas, moi, juste des petites arrestations comme ça, ou juste la façon que les polices vont s'adresser à eux, ben, on dirait que je le prends tellement personnel, comme c'est comme si c'est à moi qu'on s'adressait, puis comme j'ai envie, en fait, de défendre cette personne-là, j'ai envie qu'elle m'entende la défendre devant ces personnes-là, j'ai envie de prendre place dans l'espace public, puis de parler fort, puis, tu sais, de cesser ça, en fait. Ces personnes-là, c'est vrai qu'on leur donne pas cette voix-là de pouvoir s'exprimer. Euh, Puis, c'est ça, je pense que moi, c'est ça qui vient vraiment me chercher, c'est de voir comment ils sont traités, puis comment que c'est normalisé aussi, un peu. C'est comme si je sais pas. C'est des citoyens un peu moins que les citoyens normaux. Puis ça aussi, tu sais, récemment, je sais qu'il y a des polices qui sont allés voir des usagers leur disant de partir d'un parc parce que les citoyens n'y vont plus dans ce parc-là parce que nos usagers y sont. Mais c'est quand même, quand on y pense, juste portez attention les citoyens ne l'utilisent plus parce que vous êtes là. Fait que eux, ce sont quoi? Si c'est pas des citoyens à part entière aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu habites la rue, même d'autant plus, ils habitent la rue, ils habitent carrément l'espace public. Donc oui, ils sont citoyens de cette ville-là aussi, tu sais. Ben, de n'importe où, en fait. Mais ouais, il y a ça. C'est vraiment comme le sentiment, mais comme c'est un peu cette flamme-là aussi qui m'anime dans la défense des droits, puis qui m'anime vraiment beaucoup, de plus en plus même, de prendre parole, puis de pouvoir comme être leur voix aussi, tu sais. Merci, ex- Marjolaine. Je voulais juste attirer votre attention au temps qui passe, vous inviter peut-être à arriver à la conclusion pour donner le temps à la discussion. oui, parfait. Ouais, peut-être On va vite vite. on co-construit sur le live, Marjo. Est-ce qu'on fait, désolé tout le monde, on fait-tu la reconnaissance sociale en séduction, puis Let's go. let's go. OK, bon. Donc, il y a plusieurs manières que aussi dans le travail des pairs, en proximité, notamment au sein de l'espace public, ils vont promouvoir la déstigmatisation. Euh, Toi, Marjo, je ne sais pas dans ton travail, si tu veux nous parler un peu, tu sais, comment ça se présente, cette dimension-là d'échange avec les résidents et tout, puis comment tu travailles le stigma dans cette interaction-là. Ben, en ce moment, c'est très, très dur, là. Euh, mais c'est de faire valoir. Ben, en fait, je suis un exemple que c'est possible d'être fonctionnel, là, tout simplement. Puis je fais partie aussi des gens qui consomment, qui pourraient être très bien stigmatisés, mais si je mets pas ça de l'avant, personne ne le sait. Donc, je pense que ça part aussi de là, prendre, comme aujourd'hui, tu sais, prendre parole aussi auprès des instances, c'est ça, de porter voix le plus possible auprès des personnes pour qu'ils voient que c'est des gens, puis que je suis une personne aussi, puis je travaille et j'ai un appart, et voilà, là. Super, oui. Puis en fait, oui, puis aussi, une autre affaire qu'on se rend compte beaucoup, c'est qu'auprès des personnes qui subissent la stigmatisation, aussi, le rôle des pairs va vraiment. On est vraiment dans une logique de redonner déjà, fait que, tu sais, de faire voir justement la valeur chez les personnes qui il y aurait beaucoup à donner, justement, de s'investir dans un rôle de père, que c'est possible et tout. Donc, c'est vraiment
aussi une belle manière aussi qu'on travaille l'autostigmatisation dans le lien que les gens ont pu intérioriser à force de se faire stigmatiser, déshumaniser, dévaloriser. Donc, Oui, en c'est ça. conclusion, oui, vas-y, Marjo, Non, vas-y, non, vas-y. non, ben oui, 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 c'est ça. Comme aussi l'autostigma, j'y avais pas pensé, mais oui, parce qu'on est quand même une preuve que c'est possible là, tu peux faire quelque chose. C'est pas parce que tu consommes que tu es incapable de rien. Puis c'est pas parce que tu consommes que t'es personne, tu sais. Exact. Donc, on va renverser la perspective. On va frame the framer. On va redonner aux personnes qui stigmatisent la stigmatisation, puis on va vraiment s'émanciper, voir le beau en soi et encourager les autres à voir le beau en soi, redonner. Donc, en conclusion, on avait quand même, Marjo avait préparé certaines pistes de changement pour améliorer les choses. Donc, je te laisserai y aller. Oui, ben en fait, rapidos, tu sais, je veux dire, la réduction des méfaits, faut pas oublier d'où ça vient, puis je pense qu'il faut revenir aux bases, hein, l'appareil danse, c'est quelque chose qui a été professionnalisé, mais à la base, excusez-le, j'ai comme Teams qui arrête pas de popper. Ouais, fait que, vous revenir à la base, en fait, la réduction des méfaits, si on se souvient, euh, en 1980, il y avait comme la hausse du VIH, etc. C'est vraiment les personnes de la communauté qui ont pris part à cette réduction des méfaits-là en se procurant du matériel stérile, en, en distribuant le matériel d'injection stérile, de consommation, puis allaient eux-mêmes les porter en fait aux pharmacies ou aux places où les disposer, afin que les personnes de leur communauté cessent de mourir. Tu sais. C'est vraiment de là que ça part, la réduction des méfaits. Dans, dans la consommation là, ou les ITSS. Mais c'est de là qu'on part, en fait, la part aidance, c'est la base même de la réduction des méfaits. Donc, c'est de revenir à ça, tu sais, de revenir, de pas oublier, en fait, d'où ça vient, tu sais, pas de professionnaliser ça ou d'institutionnaliser ça, c'est pas mal de l'avoir fait, tu sais, que ça soit devenu une profession, puis que maintenant on peut être payé pour faire ce qu'on faisait déjà, mais c'est de pas oublier d'où ça vient, puis d'où est-ce que ça part, puis ça part de nous. Voilà. Yes. Back to the roots, puis aussi de continuer le travail de transformation des milieux de pratique pour que, ce soit plus, pour que les personnes avec son expérience soient incluses et valorisées au même titre que tous. Oui. Une meilleure inclusion, une meilleure valorisation va améliorer les retombées de l'implication des personnes avec son expérientiel à tous les niveaux, tant pour Oui. les organisations, pour les personnes intervenues, que pour les personnes qui. Oui, vas-y, Marjo, vas-y, vas-y. Oui, ben c'est ça. Ben pour la reconnaissance, pour une vraie reconnaissance, je pense que ça part à la base par une équité salariale. Là. C'est vraiment, je veux dire, il y a personne qui perd rien de donner aux pairs une équité salariale. En fait, c'est tout le monde qui en sort gagnant. Puis justement, le fait que ça a été professionnalisé, ça donne accès à des formations que nous, on n'a pas eu au niveau scolaire, mais qui nous donnent un 360 sur la réalité terrain. Donc, je pense que c'est un plus-value de nous donner une équité salariale parce que notre savoir vaut tout autant que le savoir clinique. Puis en fait, on est juste complémentaires. Le savoir clinique nous est nécessaire aussi. Donc c'est vraiment comme si on veut vraiment être là pour la personne et non pour comme notre ego, ben je pense que c'est important de cette équité-là qui fait la reconnaissance du savoir puis de sa valeur. Super. Donc, en conclusion, vous aurez quelques références et je vais arrêter le partage, Anna, c'est ça? Oui, merci OK. beaucoup. Merci encore à Antoine, Marjolaine, Andréane pour vos présentations aujourd'hui. Donc, je vais arrêter l'enregistrement maintenant pour passer à l'échange.